Bon, vous voyez le plaisir que c'est de diriger GS1 France avec une ligne directrice comme celle-ci. Donc merci beaucoup Philippe. Nous allons enchaîner avec Benoît Heilbronn. Alors ma première rencontre entre guillemets avec Benoît Heilbronn, ça a été la lecture de la préface d'un livre qui s'appelle A World of Goods, écrite par Marie Douglas. Donc Benoît me disait qu'elle fêterait ses 100 ans en mars 2022. Mais voilà, je pense avoir découvert avec Benoît, qui est professeur de marketing à l'ESCP, que j'aurais préféré avoir des cours d'anthropologie que de marketing quand j'étais en école de commerce. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger sur la préparation de cette université d'été. Et voilà, le titre, tout est dans le titre, je dirais, le bien est dans les liens pour cette présentation de Benoît Heilbronn. Merci beaucoup François, bonjour à tous. Alors François dit que tout est dans le titre, j'en suis pas sûr parce que le mot bien est polysémique, mais ça me permet d'amorcer finalement cette question qui est que penser la consommation, c'est nécessairement penser la marchandise. Mais quand on parle de marchandise, de quoi parle-t-on? Parle-t-on d'outils? Parle-t-on d'objets? Parle-t-on de choses? Ou parle-t-on de biens? Donc moi j'ai décidé de me focaliser sur la question de l'objet, et pas du produit, parce que je pense qu'il y a une différence fondamentale entre l'objet et le produit. L'objet, et c'est le premier point que je voudrais développer, c'est que notre culture de consommation, en fait, est structurée autour d'une opposition philosophique, ontologique, entre le sujet et l'objet, tout simplement parce que nous avons recours à des langues articulées, et ces langues articulées font une claire distinction entre le sujet et l'objet. Et donc, ça m'amène au premier point, qui est finalement d'essayer de définir ce qu'est un objet. Un objet, c'est une marchandise, enfin, ça peut être une marchandise, ce n'est pas nécessairement une marchandise. Marchandise dont d'ailleurs Marx disait qu'elle a l'apparence de la banalité, mais qu'elle est pleine, je cite, d'arguties théologiques. Donc derrière la marchandise, on voit un certain nombre de choses, d'émotions, de sentiments. Je vais revenir là-dessus. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que l'objet par son étymologie, en fait, va amener la question de la résistance. En fait, l'objet est ce qui résiste au sujet. Et je pense que toute notre culture de consommation s'est structurée autour de cette dichotomie entre le sujet et l'objet, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans la notion de produit, parce que le produit est un participe passé, donc est quelque chose qui est déjà défini, alors qu'on peut considérer que l'objet est un acteur, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Nathalie Crasset, et je voudrais justement réfléchir avec vous autour de cette question du rapport du sujet et de l'objet. Et je pense que repenser la société de consommation ou la consommation, c'est d'abord repenser la relation des sujets aux objets. Alors, il y a évidemment on parlait de néolithique qui n'était pas si lointain tout à l'heure. Il y a des travaux de paléontologie qui sont très intéressants, notamment ceux qu'a développé André Leroy-Gourhan dans les années 50. Et d'ailleurs, cette phrase très intéressante de Leroy-Gourhan qui dit « L'objet est une exsudation de mon corps, mais, précise-t-il, ce ne sont pas mes ongles. » Donc, déjà, Leroy-Gourhan, vous connaissez, je pense, la thèse, qui est que le fait que la station debout de l'homme a permis de libérer une zone du cerveau qui a permis l'apparition de la parole. Donc c'est l'objet de ce livre, Le geste et la parole, qui est de montrer que le recours à l'outil, dont on a souvent pensé que c'était une caractéristique de l'être humain, même si une récente découverte a montré que les chimpanzés aussi avaient des outils, est lié à une forme de manipulation du monde. L'objet, c'est ce qui est matériel, c'est ce que je peux manipuler, c'est un artefact culturel, mais c'est aussi une prolongation de mon corps. Et Leroy-Gourhan fait une distinction très intéressante en disant l'objet, ce ne sont pas mes ongles, mais ce sont mes griffes. Donc, il y a un rapport, je dirais, de violence entre le sujet et l'objet. Donc ça, c'est mon point de départ. Donc, je pose d'abord le tableau les fondements ou les soubassements de notre culture de consommation. Donc, la première chose, c'est la dichotomie entre le sujet et l'objet. Et je vais essayer de proposer une façon de résorber cette dichotomie, parce que je pense que c'est un enjeu essentiel. La deuxième chose, et je suis content que François ait rappelé la mémoire de Marie Douglas, c'est que la consommation a souvent été pensée comme une forme de catégorisation.
Et d'ailleurs, la plupart des travaux de sociologie de la consommation se sont focalisés sur des rapports de catégorisation. Et évidemment, Mary Douglas a été l'une des premières à faire ce travail en montrant, dans le livre qu'a cité François, que consommer, c'est une façon de catégoriser à la fois les sujets et les objets. Bon, je ne vais pas développer ce point parce que ce n'est pas l'objet du sujet, mais simplement, cette vision de la consommation comme catégorisation est évidemment problématique puisqu'elle contribue à créer une société qui n'est pas égalitaire, qui va produire beaucoup d'inéquité. Et là, je voudrais simplement citer, je pense, une des économistes américaines les plus intéressantes qui a travaillé sur la consommation, qui a beaucoup travaillé aussi sur le travail, qui a fait un très beau livre qui s'appelle The Overworked America, et qui a montré que notre rapport à la consommation est lié au rapport au travail et au rapport au temps. Autrement dit, une société qui travaille trop, c'est une société qui consomme trop. Donc, ce qui veut dire que revoir notre relation à la consommation, c'est d'abord revoir notre rapport au travail et revoir notre rapport au temps. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et moi, je voudrais plutôt parler de... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette historienne et sociologue qui s'appelle Laurence Fontaine, qui a fait un livre très intéressant, dont je vous recommande vraiment la lecture, qui s'appelle « Le marché, histoire d'une conquête sociale », et qui va à rebours de toutes les idées reçues que l'on a sur le marché, en disant « nous faisons partie du marché, nous sommes le marché, c'est à nous de changer le marché ». Donc nous sommes des acteurs de ce changement du marché. Et vous comprenez pourquoi il y a une détestation de la plupart des économistes à l'égard de Laurence Fontaine, ce qui, je pense, veut dire qu'elle fait certainement un travail extrêmement intéressant. Donc ça, c'est le deuxième présupposé. Le troisième présupposé, je pense qu'il faut repenser, c'est la question des médiations. La question des médiations. Parce qu'évidemment, une marchandise n'est une marchandise qu'à partir du moment où elle produit de la signification. Et toutes les théories de la consommation des années 60, si on pense à des penseurs comme Baudrillard ou Barthes, ont beaucoup insisté sur la capacité de la marchandise à exprimer un langage, à constituer un langage qui permettait aux individus d'exprimer ce qu'ils étaient, ou ce qu'ils avaient envie d'être. Bon. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de marchandise s'il n'y a pas de sens. Et la question, c'est comment on fait circuler du sens sur le marché, sachant que le marché, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est l'articulation de trois sphères. Et en fait, ce qui me semble structurant de notre culture de consommation, c'est le fait qu'on a mis en place, à partir du XIXe siècle, ce qu'on appelle des médiations marchandes, qui sont essentiellement des médiations symboliques, qui sont des façons qu'ont les organisations de communiquer directement avec le client final. Donc, vous appelez ça le packaging, la marque, etc. Et donc, en fait, on a remplacé une économie humaine fondée sur la relation avec un vendeur par une économie symbolique fondée sur des logos, des symboles, des couleurs, etc. Bon. Et ce qui caractérise aujourd'hui la société de consommation, c'est l'omniprésence de ces figures symboliques. Donc pour vendre du whisky, évidemment je ne peux pas parler du produit parce que c'est de l'alcool et que ça a été largement prohibé, je vais parler d'optimisme et de quelqu'un qui vous fait avancer en permanence. Voilà. Ça c'est typiquement une médiation symbolique. D'ailleurs vous avez remarqué qu'on est passé de la gauche à la droite au cours de l'histoire de la marque. Bon, comment vendre des bonbons au chocolat le plus cher possible? En racontant une histoire. D'accord? Et si bien qu'on arrive quand même à cette idée que certaines personnes vont se tatouer M&M's pour montrer que we are friends for life. Bon, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça, c'est une feuille d'automne des Champs-Élysées. D'accord? A priori, c'est rien du tout. Et un entrepreneur chinois, d'accord, a eu l'idée de commercialiser en fait ces feuilles, donc de les ramasser, de les commercialiser. Vous voyez, ça coûte à peu près 10 € 5 feuilles, mais c'est les feuilles qui viennent des Champs-Élysées. Bon, donc ça, c'est comment je transforme une chose. Alors, il y a une différence entre une chose et un objet. La chose vient du monde naturel, l'objet est un artefact culturel. Donc là, je transforme une chose en objet pour évidemment accroître la valeur économique. Et pour cela, je raconte une histoire. Et ce qui est très intéressant,
c'est que très tôt, les entreprises ont eu l'idée de créer une fiction d'une relation humaine pour faire oublier que c'était une relation symbolique. Et on a vu apparaître très tôt les personnages de marque. Donc il y a toujours cette tension qui existe sur le marché entre une médiation purement symbolique, qui est froide par essence, et une médiation humaine. Et l'anthropomorphisation des marques est un phénomène absolument fondamental pour essayer de faire croire qu'on est encore dans une relation humaine. Bon. Et puis, cette survalorisation du symbolique et de l'émotionnel, eh bien, elle a, à mon avis, une conséquence qui est l'oubli de l'utile. Et je pense que le mécanisme de création de valeur économique s'est focalisé sur la dimension symbolique et la dimension émotionnelle et a très largement oublié la dimension d'utilité. Donc en fait, on critique énormément l'utilitarisme alors qu'on n'a jamais été aussi peu utilitariste, me semble-t-il. Et c'est vrai qu'il est loin le temps où Étienne Thiel créait cette campagne de 1976, vous vous souvenez, les produits libres, l'une des premières campagnes de Jacques Séguéla, où justement on revenait à la dimension brute de la marchandise, le café, la lessive. Il est loin le temps de la réclame, où on ne faisait que finalement parler des attributs des produits. Et donc, je pense qu'il y a un mécanisme de désutilitarisation des choses, tout simplement parce qu'on met l'emphase sur la dimension symbolique et émotionnelle. Et on voit bien, je pars d'un stylo alors, qui, pour le coup, avait une véritable valeur fonctionnelle, et vous voyez cette espèce d'emphase symbolique, d'accord, d'emphase émotionnelle, d'accord, bon, plein d'exemples, comment vendre du gras et du sucre cher, en créant un imaginaire de marque. Bon, donc il y a énormément d'exemples, et ça, je pense, ça illustre une hypertrophie de la dimension émotionnelle de la marchandise, qui est, je pense, extrêmement préjudiciable, parce que finalement, l'idée, c'est que qu'est-ce qu'on achète? On achète de l'amour. Et une sociologue, Eva Illouz, a notamment forgé le terme de marchandise émotionnelle pour montrer que finalement, ce que vend le capitalisme aujourd'hui, ce sont des émotions, et cette capacité à transformer les émotions en marchandises, ce qu'on appelle les commodities en américain. Je passais devant la boutique Louis Vuitton ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu cette installation. Et il y a une phrase qui m'a marqué, mais je suis en train de l'oublier. C'est « I spent all my love, who will reimburse me ?» Donc j'ai dépensé tout mon amour, qui va me le rembourser? On est en plein cœur de ce que Eva Illouz appelle la marchandise émotionnelle. Et donc, ça amène évidemment, je ne pouvais pas la rater celle-là, la question qu'a abordée très bien Philippe Lemoine, comme d'ailleurs tous les autres thèmes qu'il a traités, la crise du symbolique. La crise du symbolique, c'est-à-dire que cette hypertrophie de l'émotion, ce remplacement des sujets par des signes, pose un problème d'une économie qui est de plus en plus froide et de ce que le regretté David Graeber, qui nous a quittés il y a tout juste un an, qualifiait de bullshit économie. De bullshit économie, c'est-à-dire la perte du sens. C'est-à-dire qu'à force d'hypertrophier le symbolique, on a fini par perdre peut-être le sens de la marchandise. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour vous aujourd'hui? Et d'ailleurs, Monoprix avait créé un magazine qui n'a eu qu'un seul numéro, je suis content de l'avoir récupéré. Les marques, elles font quoi pour vous aujourd'hui? Alors la question, c'est pourquoi il n'y a jamais eu de deuxième numéro, c'est plutôt inquiétant. Mais en tout cas, voilà, on s'est posé la question. Bon. Deuxième moment, comment se structure la consommation? Elle se structure, vous le savez aussi bien que moi, autour d'un triptyque qui est d'abord celui de l'avoir, parce qu'en fait, on va passer en revue les trois catégories fondamentales de l'action humaine. Donc, c'est d'abord une question d'accumulation. La société de consommation, elle naît en gros en Hollande à la fin du XVIe siècle pour tout un tas de raisons historiques et culturelles et l'apparition d'une nouvelle sensibilité et d'un nouveau rapport à la marchandise. C'est ce qu'on voit très bien dans l'histoire de la peinture, où on va montrer justement l'accumulation des possessions. Il y a une artiste qui s'est amusée à photographier toutes ces possessions et à les catégoriser par couleur, et donc elle a fait une exposition en montrant ces possessions. Je rappelle que chacun d'entre vous, vous avez chez vous entre 10 000 et 30 000 objets. Un Américain peut en avoir jusqu'à 300 000.
32% des Américains ne peuvent plus mettre leur voiture dans leur garage parce que c'est occupé par des cartons et des possessions. Donc ça, c'est la société, évidemment, de l'accumulation, je pense, qui n'est plus aujourd'hui une question. On sait qu'il faut s'en détourner, mais je pense que ce n'est pas une question philosophique intéressante. La deuxième modalité de la consommation, c'est évidemment l'être. Et je pense que c'est la fiction dominante qui s'est déployée depuis, on va dire, au moins un siècle. C'est-à-dire, consommer, c'est une façon de performer son identité. Ça, c'est une fiction constante qui structure la société de consommation. Voilà, donc toute cette rhétorique de je veux montrer qui je suis, monsieur quelqu'un, mon animal domestique me ressemble, etc., etc. Enfin, vous connaissez toutes ces choses. Le fait que même un ancien étudiant avait lancé une marque de parfum pour les chiens, bon, ça n'a pas très bien marché. Voilà, qui est évidemment lié à toutes ces questions du narcissisme. Je vais aller très vite parce que je pense que Jean-Claude va en parler tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, il y a une théorie développée par un collègue qui s'appelle Russell Belk, qui est la théorie de l'extension symbolique du soi. Et cette idée qu'il existe une continuité symbolique entre le sujet et l'objet parce que je me projette symboliquement dans mes possessions. Donc ce qui est mien, en fait, fait partie de mon identité et fait partie de moi-même. Donc ça, j'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est une façon de repenser la continuité entre les êtres alors que je suis parti d'un postulat de discontinuité. Et c'est en cela que je partage notamment toutes les analyses d'Emmanuel Ecochia, évidemment. Et donc là, on voit apparaître un nouveau paradigme qui est le faire. Hein, et je crois que Philippe Moatier était venu vous parler l'année dernière. Vous savez que l'Obsoco a fait un observatoire du fer qui montre que le fait de faire des choses, bah oui, ça rend plus heureux. Bon. Et donc, on voit toute cette rhétorique de l'artisan, de la proximité avec le maker, voilà, de Pierre Marcolini qui vous dit qu'il va faire les gâteaux devant vos yeux. Donc, sous-entendu, je ne fais pas de la pâtisserie surgelée. Donc ça, c'est une rhétorique qui a l'air nouvelle, mais en fait, qui ne l'est absolument pas, puisque pour moi, ce n'est que la résurgence du mouvement Arts and Craft, hein, du philosophe et homme politique William Morris, qui était l'un des premiers à montrer que le fait de faire soi-même des choses, par exemple de décorer son intérieur, c'est un moyen d'émancipation. Donc ça, ce n'est pas une idée nouvelle, c'est simplement une idée qui revient au goût du jour. Et qui va percuter ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'expérience. L'économie de l'expérience. Qu'est-ce que c'est que l'économie de l'expérience dans laquelle nous sommes censés vivre aujourd'hui? C'est une économie qui ne construit plus la valeur en amont, mais en aval. Donc l'idée est la suivante, il y a de moins en moins de différenciation des produits en amont, donc les produits se ressemblent de plus en plus, donc on va créer de la valeur en aval. Et qu'est-ce que c'est que l'aval? Ben, c'est la relation que l'on va créer avec le client final. Donc, encore une fois, c'est le lien qui va faire sens et qui va permettre de créer de la valeur économique. Et ça a une conséquence fondamentale qu'ont très bien compris les Américains, qui sont toujours capables de donner des noms à des choses que nous, on n'a pas encore compris. Et ils appellent cette conjonction de la production et de la consommation les prosumers. Donc ce que j'ai appelé la prosumation, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Bon, on peut dire la consommation, mais je trouve que c'est moins percutant. C'est cette idée que les sphères de la production et de la consommation se rapprochent de plus en plus. Et que donc il n'y a pratiquement plus de différence, bon, théoriquement. Bon. Voilà. Chez American Girl Place, les petites filles vont fabriquer leurs poupées. À Londres, vous allez pouvoir customiser votre Magnum. Ça vaut quand même 8 livres, hein, ce truc. Hein. C'est juste le à glace. Hein. Bon. Et puis évidemment, il ne faut pas oublier une marque très très importante, je pense, sur le plan culturel et anthropologique, c'est Nike, qui en fait, je pense, a été l'une des premières aux États-Unis à développer la customisation, c'est-à-dire à partir des années 95-96. Et donc, je pense que Nike, là on voit ça, a compris deux choses. C'est que le nouveau héros de la consommation, c'est le consommateur. D'accord ? C'est you. Et deuxièmement, c'est repenser un contact avec le monde. C'est pour ça que pour moi,
l'un des emblèmes de notre société de consommation, c'est la Nike Air qui va justement nous donner un amorti et une forme de lien de proximité avec le sol. Bon. Ça, c'est l'économie de l'expérience. Mais on est en plein dedans, l'économie de l'expérience. Et si je peux vous recommander un livre de business qui est sorti il y a 20 ans, c'est un livre qui s'appelle The Experience Economy, de 2 profs d'Harvard, Pine et Gilmore, qui, je pense, est toujours d'actualité, qui a montré la construction du processus de création de valeur en passant de la commodité au produit, au service et à l'expérience. Donc ça, vous avez compris ce que c'est que l'expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est le prochain stade qu'annonce il y a 20 ans Pine et Gilmore, qui est le stade de la transformation. Le stade de la transformation. Et je pense qu'on peut penser cette question de la transformation. Alors après, bon, moi je l'amène ici avec, par exemple, la notion de reliance pour faire un petit clin d'œil à Edgar Morin, même si ce n'est pas lui qui a créé ce concept, mais cette idée que la reliance, c'est tout ce qui fraternalise, rapproche les êtres, quels que soient les êtres, c'est-à-dire sans distinction justement des humains et des non-humains. Je ne sais pas si vous avez vu cette campagne, hein, j'ai pris cette photo hier, quand je serai grand, je serai un banc. Vous voyez, donc on est clairement dans cette idéologie de la transformation. Et alors pour terminer, voilà, ça m'amène 2 ou 3 réflexions conclusives. D'abord, tout ça, ça nécessite de changer notre regard sur la valeur des choses. Bon, vous connaissez tous cette fameuse campagne des légumes abîmés, les légumes moches. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans l'apologie du moche. Bah, appliquons-le à des légumes, à des fruits, etc., parce que ça fera moins de déchets. Repenser des moments. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif qu'on trouve dans certains lieux d'accueil. C'est-à-dire qu'en fonction du temps d'attente, on va vous donner un morceau un texte à lire qui dépend du... Donc, c'est-à-dire si vous attendez 10 minutes, c'est du Marcel Proust. Sinon, c'est un haïku japonais si c'est 30 secondes. Mais donc, créer des passerelles mentales. C'est-à-dire que la transformation, je pense, doit se penser à travers la question de l'hybridation. Et donc, de dépasser les frontières cognitives et les frontières culturelles. Ça me semble très important. Ça veut dire aussi, donc ça c'est un exemple de reliance, hein, c'est cette femme américaine qui a décidé d'abandonner son magasin et d'avoir un truck qui circule dans tous les États, qui vend, qui rachète des vêtements. C'est une espèce de puce ambulante, mais on voit bien qu'on est bien dans cette question de la reliance, hein, qu'une marque comme Hermès avait bien compris. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a une imagerie qui est autour d'un tissage, d'une nouvelle continuité, si je puis dire, entre l'humain, la marchandise et le vivant. Voilà. Ça, ce sont quelques exemples hein, pour vous montrer que je pense que cette frontière entre le sujet et l'objet, elle est en train, si ce n'est de disparaître, en tout cas de se déplacer. Et je trouve qu'il y a un artiste qui illustre ça très très bien, hein, Yu Boilin, l'artiste chinois, qui justement fait tout un travail pour montrer la continuité entre le sujet et l'objet. C'est-à-dire comment me fondre dans un monde de marchandises. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et pour terminer, je suis vraiment très très heureux que Philippe Descola ait été cité tout à l'heure, parce que je voulais simplement vous donner un dernier conseil de lecture, qui est le livre que Philippe Descola va sortir le 2 septembre, qui est justement un livre sur notre rapport aux images et comment est-ce qu'on fabrique culturellement des images. Et c'est très intéressant parce que Philippe en a parlé tout à l'heure, notre société est profondément naturaliste. Elle est naturaliste, c'est-à-dire que, pour Descola, une culture naturaliste, c'est une culture qui va postuler en fait une ressemblance entre les extériorités des êtres humains et des non-humains. On peut se ressembler, c'est pour ça que j'ai parlé d'anthropomorphisation. Par contre, il y a une différence des intériorités. C'est-à-dire qu'on va postuler que les objets n'ont pas d'âme, les objets n'ont pas de subjectivité. Et je pense que parmi les ontologies dont parle Descola, alors vous avez parlé tout à l'heure de l'analogisme, moi j'avais retenu l'animisme, c'est-à-dire une société dans laquelle on va considérer qu'il y a une continuité des subjectivités, alors qu'il y a une discontinuité des extériorités. Donc ça, c'est une autre façon de réfléchir le lien possible entre le sujet et l'objet. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Benoît. J'ai une petite question parce qu'on a du temps, Ah bon, donc j'en j'étais profite. trop court. Honnêtement, 70 slides en 25 minutes. 83 slides. 83, pardon. Bravo, c'est le nouveau record des universités d'été. Non, j'avais une question par rapport à ces enjeux de durabilité. Et je sais qu'on avait une conversation sur finalement Sur beaucoup de choses. sur beaucoup de choses, mais sur ce que disait Philippe sur consommer, consumer, Ouais. sur voilà, sur le produit qu'on détruit et finalement sur des notions d'objets. Reparler des objets, c'est reparler d'une forme de durabilité avec un enjeu de, je dirais, d'une économie plus immatérielle, qui en tout cas serait moins consommatrice de matières premières. Est-ce que, voilà, est-ce que ça induit d'une certaine manière à la suite de ça des transformations aussi de ce côté-là? C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire attention au mythe de la dématérialisation. On parle des images, beaucoup de gens pensent que l'image devient complètement immatérielle, donc il n'y a plus d'énergie, plus de support matériel, etc. Ils oublient tous les réseaux câblés, toute l'électricité, enfin tous les composants dont on a besoin. Donc je pense qu'il faut quand même ne pas oublier que la matérialité est une dimension constitutive de l'être humain. Alors qu'on puisse réduire certaines charges sur les emballages, les choses comme ça, oui, mais moi je ne crois absolument pas au mythe de la dématérialisation. Pas du tout. On va alléger, oui, on va faire des voitures qui consomment moins d'essence, des avions qui consomment moins, oui, mais la matérialité est une dimension fondamentale de l'existence. Enfin, j'espère, parce que ça fait quand même 30 ans que je travaille sur la culture matérielle. Donc voilà, donc je pense que nous ne sommes pas de purs esprits et qu'il faut qu'on repense notre rapport à la matière. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas en France un champ qui s'appelle culture matérielle. Il y en a en Angleterre, aux États-Unis, ça n'existe pas. Il n'y a pas de livre sur les objets, ça n'existe pas. Sur les produits, il n'y en a plus. Il y avait vaguement des bouquins chefs de produits en 1978, voilà comment la fonction a démarré, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Le dernier bouquin sur les objets, c'est Baudrillard, 1970, pour nous dire que l'objet est un langage. C'est passionnant, hein, mais sauf qu'il faut dépasser justement cette question. Il faut dépasser notre analyse purement linguistique de l'objet de consommation. Et je ne suis pas sûr que la question de la dématérialisation soit la direction la plus pertinente. Je n'en suis pas sûr. De la même façon que je ne crois absolument pas au retour du vrac. Hein. Enfin, on ne va pas me lancer là-dedans, mais c'est une illusion totale. Le packaging a une fonction qui va au-delà de la fonction symbolique, qui est de contenance, de protection, etc. Donc, il y aura encore du packaging. On ne peut pas enlever tout le packaging. C'est impossible. Merci Benoît. Merci.